Et nous partons donc pour un autre exemple, au fond, un exemple lillois. Dans quelle mesure un projet peut concourir à la définition d'une stratégie métropolitaine? Est-ce bien cela, Christine Lefort? Oui, alors on va essayer, puisque j'aurais peut-être dû passer... trop vite. J'aurais peut-être dû passer ce matin sur l'économie de la connaissance. On avait une petite discussion vendredi de savoir justement où est-ce que je me situais. Est-ce que j'étais... Enfin, notre équipe lilloise était plutôt dans l'atelier économie de la connaissance. On a travaillé sur les entreprises et les clusters, mais je ne vais pas parler pour le moment là, d'entreprises et de clusters. Je vais me concentrer sur une partie donc, du travail que nous avons fait à Lille, sur la partie projet urbain. Alors je vais devoir faire un peu attention à ce que je dis maintenant, puisqu'entre projet urbain et stratégie, vous voudrez bien excuser éventuellement certaines erreurs que je pourrais faire, puisque je suis géographe, pas politiste, pas urbaniste. Je fais la géographie économique, même si j'aime travailler sur les relations entre les projets urbains et le côté développement économique. Alors, donc effectivement, j'ai trouvé un titre un petit peu passe-partout en fonction des commandes. La première étant Technopole. On n'a pas vraiment travaillé seulement sur les technopoles, hein, c'était Popsua, ça. Donc métropole, d'accord, c'est la commande. What else? Bon, qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a dépassé ce stade-là? Donc j'ai mis le nom du rapport et les noms de la douzaine de personnes avec lesquelles on a travaillé. Et on a travaillé finalement sur ce que je vais appeler les 3 C. Connaissance, culture et créativité. Et la spécificité peut-être de notre approche, c'est qu'on a voulu à tout prix, alors que la commande de départ de Popsus c'était connaissance, on a voulu intégrer culture et on a dû travailler sur cette articulation entre ces 3 C. Alors cette première diapositive, je l'ai mise parce que je vais justement vous parler plutôt en termes diachroniques. Donc on va voir sur le temps long, comment se construit justement peut-être le récit métropolitain, enfin qui n'est pas au départ métropolitain, mais vous allez voir que ça se met en place un peu à la fois. Et donc vous avez à gauche le cadre institutionnel territorial, donc on part de l'état initial, l'éclatement communal, la construction ensuite d'une communauté urbaine de Lille avec ses 8 grands territoires, et puis ce qui est un cadre en devenir qui s'installe un peu à la fois, l'aire métropolitaine de Lille, donc la communauté urbaine, plus le sud qui est l'ancien bassin minier, enfin sud-sud-ouest, le nord-nord-est qui est la partie belge en fait de l'aire métropolitaine transfrontalière. Alors au milieu, on a des cartes qui nous illustrent l'artificialisation du territoire, bon, je veux dire métropolitain pour simplifier, même si ça s'est construit un peu à la fois. Et donc les problématiques actuelles de ville dense et de renouvellement urbain pour éviter le gaspillage du territoire de ce point de vue-là du développement durable. Et puis sur la droite, vous avez donc 2 cartes qui illustrent 2 visions sur, il y a quoi, 50 ans facile entre les 2 cartes. Donc d'abord une vision avec les 3 agglomérations industrielles que sont Lille, Roubaix, Tourcoing, la conurbation industrielle, auquel s'est ajouté le 4e pôle que vous voyez sur la première carte, qui était la ville nouvelle, imaginée pour desserrer le tissu urbain et le reconvertir à l'époque. Et puis finalement la situation actuelle, qui est cette agglomération métropole à 4 pôles urbains. Donc on n'a pas ici un centre et une périphérie, mais bien 4 pôles avec leur propre périphérie, le tout se mêlant l'un à l'autre, et donc des jeux d'acteurs, des jeux politiques, des jeux de chaque agglomération, chaque grand pôle urbain, voulant évidemment compter et ne pas s'effacer devant la prééminence lilloise. Alors j'ai fait 2 schémas diachroniques pour expliquer comment s'étalent ces projets. Justement, donc vous avez en rouge les projets urbains. Vous voyez qu'il y a au départ le projet de ville nouvelle qui devient ville nouvelle, Villeneuve d'Ascq, Technopole verte, j'y reviendrai. Et puis donc la succession, la multiplicité des projets urbains, alors au sens local cette fois-ci, de projets de travaux, peut-être comme vous les appeliez tout à l'heure. Hein, donc ces différents pôles, je vous les illustrerai par la suite. En bleu, j'ai mis donc l'évolution des institutions qui portent ces projets, donc notamment, je vais le décrocher parce que je ne peux pas regarder et parler.
Donc, les outils, donc les documents d'urbanisme qui se sont mis en place alors que la communauté urbaine date des années 60, et puis un peu à la fois la structuration, la prise en charge de la stratégie globale pour éviter l'émiettement, la fragmentation entre les 4 pôles et leurs périphéries. Donc la compétence économique, en l'occurrence, et les compétences recherche qui se sont ajoutées avec les consultations en cours sur une vision, construire une vision commune de Lille Métropole 2030. Hein, donc, avec en vert les élargissements liés au transfrontalier, donc Copie d'abord et puis l'Eurométropole en cours. Ce schéma qui reprend une partie des informations, donc qui est plutôt sur le volet économique, donc comment on passe d'une économie industrielle à l'économie de la connaissance. Donc là, j'ai placé par exemple l'économie de l'innovation, puisque même si on n'utilisait pas forcément ce nom-là à l'époque, dans les années 60, la ville nouvelle a été conçue pour faire de l'innovation, à partir des sciences et de la technologie, de la recherche appliquée. Et puis aujourd'hui, on va vers l'économie culturelle qui se croise avec l'économie créative, sans oublier l'innovation et la recherche technologique qui, bien sûr, se maintient. Donc vous avez en fait 3 grandes étapes. Une étape, ville de l'innovation pour une région hors conversion. Donc la carte que vous avez vue tout à l'heure, on conçoit de construire une ville nouvelle pour ex-urbaniser les universités, de manière à construire un peu cette ville nouvelle, un peu sur le modèle de Boston, une route au milieu, et ensuite des parcs d'activités et des entreprises. Donc un pôle pour une région hors conversion. Et aujourd'hui, on est sur un modèle qui s'est construit un peu à la fois, par consensus entre acteurs, sur une technopole, une métropole technopolitaine, polycentrique, donc d'où les différents projets sur lesquels je vais revenir. Et puis, du point de vue de la stratégie économique, la bifurcation métropolitaine qui est à la fois de la politique et de l'économie, puisqu'on va s'ouvrir à l'Europe et donc accueillir le TGV, faire Euralille, et donc, du coup, par choix politique, créer une stratégie de pôle d'excellence périphérique pour contrebalancer le poids d'Euralille, qui a besoin des financements communautaires. Et du point de vue économique, donc une articulation entre la politique de développement économique de la métropole avec le schéma régional de développement. Les filières sont à peu près les mêmes. Et donc les projets urbains qui sont en rouge, en fait, reflètent les axes de développement économique qui ont été choisis, qui sont en articulation avec l'échelle régionale. Alors, si je repars sur un premier type, donc qui est le type technologique et scientifique, puisque c'est celui qui a lancé la question du développement scientifique et technologique à partir de la ville nouvelle. Donc on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, la ville nouvelle de Lille-Est, avec la cité scientifique, l'université des sciences et technologies de Lille. Donc on était dans un contexte politique de centralisation, c'est l'État qui a décidé la création de cette ville, un contexte de reconversion régionale, puisqu'on était déjà, on n'est pas encore en la crise qu'on a connue ensuite, mais on voyait que les mines allaient bientôt fermer, que le textile était déjà en difficulté. Phase 2, les années 80, décentralisation, la fameuse bifurcation métropolitaine telle que l'ont appelée Didier Paris et Jean-François Stevens, et le discours sur l'innovation avec une technopole qui se veut technopole verte, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'attirer des investisseurs, des entreprises, sur une ville qui se construit avec un paysage, donc c'est vert, pas au sens environnement, pollution, hein, c'est vert au sens paysage du terme, donc qui est un paysage qui est en rupture avec le tissu industriel de la conurbation industrielle. Et aujourd'hui, donc cette université des sciences, là, vous redécouvrez un peu la trame vière, le pôle de la Haute-Borne au sud-est et le Grand Stade. Alors le Grand Stade, c'est pas scientifique et technologique, c'est juste parce qu'en fait, la cité scientifique vivait comme un isolat finalement, hein, technologique et scientifique, un peu coupé de la ville, ce territoire d'État. Et finalement, avec la venue du Grand Stade, il a fallu créer des coutures urbaines, d'intégrer la cité scientifique dans le reste du tissu urbain. Il y a des projets de liaison qui traversent du Grand Stade via le Learning Center jusqu'à la Haute-Borne, parce que là, pour l'instant, on a des morceaux qui se juxtaposent, hein, donc il faut créer les liaisons, les coutures. Et du point de vue de l'évolution économique de ce pôle, qui n'est plus qu'un pôle dans l'agglomération, dans la métropole, un des pôles d'excellence liés à la connaissance,
eh bien, il y a ce projet de Learning Center, les travaux viennent de commencer, du Learning Center Innovation. Donc, mais on revient à la dimension régionale dans la mesure où c'est le Learning Center Innovation pour la région, puisqu'il est porté financièrement, entre autres, par la région. Alors, autre étape, donc l'étape Euralil, donc l'étape de la bifurcation métropolitaine. Donc, les projets urbains qui vont se rattacher à cette économie donc, que j'ai appelée des 3C, avec les lieux emblématiques qui sont les signes urbains de cette transformation. Donc j'ai une première colonne avec des projets qui se rattachent plutôt aux sciences et technologies, donc la haute borne dont on vient de voir. Eurasanté, c'est aussi un parc périphérique rattaché au CHR et à l'université de médecine notamment. Et puis Euratechnologie, donc qui, pour une opération de reconversion urbaine, ancienne usine textile, oui. Donc un des châteaux de l'industrie, comme les appelaient les architectes dans les années 70, qui est devenu le lieu d'accueil d'une économie numérique TIC. Et puis, alors, une troisième catégorie, donc, puisque Euralil, on est plutôt là sur la turbine tertiaire, donc finance, assurance, gestes sociaux, services aux entreprises, technologie, et la troisième catégorie, donc industrie créative, ou alors que CETI, c'est aussi technologie, puisque c'est technologie des textiles innovants. Mais on n'est pas strictement économique puisque vous avez des événements culturels qui sont liés à cette évolution des textiles, comme l'exposition Futurotextile par exemple. Et donc la deuxième, c'est l'imaginarium du Polymage, puis les deux quartiers des modes de Roubaix et de l'île Sud, hein, qui sont donc en fait des activités économiques qui sont des facteurs, enfin des moyens pour reconvertir certains territoires industriels traditionnels. Donc là, j'ai utilisé les logos pour illustrer comment, donc justement, cette stratégie de développement économique vers les nouvelles filières dont je viens de parler, eh bien, se répartissent dans l'espace. Vous avez le pôle Euralil, et j'ai ajouté le pôle Gare Saint-Sauveur. Alors pour l'instant, c'est de la culture, mais il y a des projets culture, habitat et peut-être un peu d'économie. Et tout autour, donc, ces sites périphériques qui, comme vous le voyez, se répartissent à peu près équitablement, puisque là, c'était bien un choix politique, une stratégie politique, hein, de contrebalancer l'investissement qui allait être fait sur Euralil pour répartir, vous voyez, Tourcoing, Roubaix, Villeneuve d'Ascq, et pas par hasard. Hein, c'est suite à l'accord dit des grands-mères, des 4 grandes villes, parce que là, c'est métropole, mais les villes ont un poids important pour négocier ces stratégies et donc la localisation de ces pôles urbains de développement. Alors, deuxième type de quartier après celui de Villeneuve d'Ascq. Là, on est dans le type de quartier, quartier des créateurs à Roubaix. Donc, c'est le quartier culturel et créatif qu'on trouve classiquement dans la littérature. Donc, vous avez en haut du schéma des écoles, essentiellement d'ingénieurs textiles, d'art textile, par exemple. Reconversion d'une piscine en musée, et puis greffé là-dessus des boutiques de mode. Et donc ça, ce sont les projets top-down, hein, donc la décision publique qui requalifie ce quartier autour de des infrastructures de formation, de culture et de boutiques de mode. Donc on passe du textile, on faisait essentiellement des vêtements pour hommes, des vêtements pour le travail, donc du bas de gamme en quelque sorte par rapport à la haute couture. Hein. Donc là, on essaie de changer un peu de système puisqu'on part vers la mode. Alors vous me direz 22 boutiques, bon, une trentaine au total, ça ne va pas remplacer tous les emplois qu'on a perdus dans le textile, mais c'est la philosophie globale du projet. Et se greffe là-dessus la dynamique privée de créateurs qui viennent s'installer, des petites boutiques d'art ou autres. Bon, c'est émergent, hein, ça va peut-être monter un peu à la fois. Donc on retrouve du coup, c'est devenu quartier des modes, est devenu quartier des créateurs, pour montrer cette dynamique. Autre type de projet, donc là on est dans un quartier qui s'appelle l'Union, donc vous avez Tourcoing au nord, Roubaix un peu là au sud de l'image. Union parce que c'est juste à la jonction entre Roubaix, Tourcoing et Waterloo qui est en haut dans le coin droit de l'image. Donc là, c'est un projet complexe, parce que vous avez à la fois de l'habitat, des établissements publics, des espaces publics, et puis des pôles économiques et culturels. Donc le Fresnois, un ancien pôle de distraction populaire transformé en pôle d'art technologique,
de dimension internationale, le CETI qui est en haut, qui est le centre technologique en quelque sorte d'innovation des textiles innovants, et puis en bas, donc une préfiguration du pôle image tel qu'il sera quand il sera complètement terminé, puis la photo des bâtiments, donc aussi industrie textile complètement remaniée. Donc un pôle image qui aujourd'hui regroupe des entreprises qui viennent parce qu'il y a une dynamique qui s'enclenche dans cet espace. C'est un espace qui est en train de devenir territoire. Et j'ai mis le schéma qui se trouve dans les maquettes de présentation du pôle image. Parce que vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs échelles. Vous avez au cœur l'Imaginarium, le bâtiment qu'on voyait tout à l'heure de nuit, donc qui est la pépinière, incubateur, centre de recherche, coworking space, espace d'exposition. Donc c'est différents étages avec différentes fonctions. Donc qui est intégré dans la pleine image, qui est ce que vous voyez là en bas, donc un îlot finalement, retravaillé. Dans l'espace de l'Union, qui comprend l'espace CETI, la VAD, l'habitat et d'autres éléments. Le tout dans une métropole lilloise qui s'intègre dans une région, etc. etc. Donc Christine, il faut conclure. Je conclue, c'est la dernière photo. Donc je conclurai justement sur une ouverture, parce que là, tout ce qu'on a vu, ce sont des emplois très qualifiés, donc les fameux talents de Florida dont on parlait ce matin. Et on s'est posé la question de savoir justement qu'en est-il de la société de la connaissance, en quelque sorte, comment ça se diffuse pour les populations de ces quartiers industriels qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas de qualification. Donc certaines collègues sont allées voir 3 quartiers, dont un qui est ici, qui est au sud de l'île, donc l'île Moulin. Vous avez les équipements culturels, donc qui ont top-down là aussi, des projets urbains, enfin pas de la même dimension que tout à l'heure, mais qui ont été installés pour reconvertir le territoire et l'animer. Et puis, les collègues ont travaillé sur les réseaux d'acteurs, donc là, on est plutôt bottom-up, et de voir la disjonction qui existe entre le top-down et le bottom-up. Et par exemple, la photo que vous avez tout en haut, c'est une usine, enfin, en fait, c'est des squads d'artistes, en quelque sorte. Enfin, pas tout à fait squad, bon, c'est pas le problème, mais c'est le principe, quoi. Donc, ils doivent bouger, parce qu'à chaque fois, ça ferme, il faut chercher un autre lieu, et donc... cette dynamique métropolitaine de transformation des quartiers. Est-ce qu'on va pouvoir transformer le quartier de l'intérieur en transformant les populations, ou est-ce qu'au contraire on va aboutir à exclure les populations locales pour ramener par la gentrification d'autres populations, donc par substitution de population ?